Permaculture, une technique ou une philosophie de vie, c'est le débat que nous allons avoir ici avec notre partenaire, donc Rustica, en direct depuis la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Bocotel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste pour Rustica, à vos côtés Alain Delavie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des rédactions de Rustica. Effectivement, Rustica, c'est plusieurs titres, on peut les citer. Plusieurs titres, donc c'est Rustica l'hebdo, Rustica pratique, voilà pour les titres principaux, et puis des hors-séries, et une maison d'édition, Rustica Édition. Et le site internet rustica.fr. Voilà. Face à vous, deux agriculteurs. Donc Jean-Luc Dru, bonjour. Oui, bonjour. Alors Jean-Luc Dru, agriculteur, Seine-Maritime et membre d'une association Solanco de 15 agriculteurs. Alors vous faites des pommes de terre, du lin textile, de la betterave, comme en Normandie, beaucoup de cultures différentes. Voilà, une exploitation de polyculture associée à un élevage de bovins allaitants et pommes de terre de plan avec travail du sol. Voilà. Et à vos côtés, François, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, vous êtes dans Normandie puisque vous êtes dans l'Eure. C'est cela. Et vous faites quoi? Alors moi je suis maraîcher, j'ai un petit peu de céréales, de l'arboriculture et je suis président d'une association de recherche et développement pour les maraîchers. Donc on fait de la formation, de la technique et de la recherche. Alors on va parler de la permaculture, tout le monde en parle sans forcément savoir exactement ce qu'il y a derrière ce terme. Alain Delavie, la définition de la permaculture, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Il y en a plusieurs, puisqu'en fait c'est un concept assez large. Moi j'aime bien, en tant que jardinier et puis communiquant avec des jardiniers, j'aime bien utiliser, vivre et cultiver son jardin en harmonie avec la nature. Bien sûr, ça c'est sous l'angle du jardinier. Il y a des choses beaucoup plus larges, puisqu'en fait c'est plutôt une conception basée sur une éthique, et puis avec des principes qui ont été définis dans les années 70 par David Holmgren, qui était l'élève de Bill Mollison, et ils ont défini une douzaine de principes, des principes assez simples à dire, plus difficiles à mettre en application, et justement on va en parler. Voilà, c'est surtout une conception assez large, c'est pas uniquement lié à du jardinage, à une méthode agricole, c'est aussi une conception de vie, d'une manière générale. D'accord, pas d'autre définition de la permaculture, vous êtes d'accord ou pas? Ah, c'est une question assez complexe. Allez-y. Pour ma part, j'ai lu les livres qui, pour moi, sont surtout des livres de technique, en fait. Et c'est vrai que la part philosophie de vie, en fait, moi, je la vois relativement peu dans les livres. Bon, mais j'ai un regard de technicien, alors peut-être que des fois, je la laisse un petit peu de côté. Nous, dans notre travail, ça nous inspire. On en a retenu des parties surtout sur la technique. Pour nous, c'est une approche holistique avant tout des fermes, qu'elles soient organisées d'une manière cohérente. Alors vous disiez, comment vous avez défini ça sur respecter la nature et... Vivre en harmonie avec la nature d'une manière générale. Alors nous, en tant que professionnels, je dirais produire en harmonie avec la nature. D'accord. Et vous, monsieur? Alors, nous, agriculteurs avec multiculture et en grande culture, nous étions confrontés à des gros problèmes d'érosion. Nous étions confrontés à des sols qui avaient une fatigue dans leur rendement. Et du coup, on a regardé de très très près comment on pouvait s'améliorer sur tout ça. Et l'agriculture de conservation a fait partie d'une technique de travail que l'on a retenue, avec bien d'autres choses très compliquées autour de tout ça, quoi. Ouais, mais juste avant, il faut dire ce qu'est l'agriculture de conservation. C'est pas pareil que la permaculture, monsieur. Alors oui, effectivement. Déjà, au niveau historique, en fait, l'agriculture de conservation s'est apparue... première moitié du XXe siècle, je dirais, en fait, suite à une catastrophe écologique qui a eu lieu aux États-Unis, qui était le Dust Bowl. C'est-à-dire qu'on a utilisé d'une manière très intensive les outils de travail du sol dans les plaines du Middle West, et on a eu des énormes ouragans de poussière, en fait, qui ont en grande partie détruit l'agriculture américaine. Et suite à cette catastrophe écologique, en fait, de nombreux ingénieurs agronomes, des firmes de produits phytosanitaires, etc., se sont penchés sur la question du travail du sol. Ça a donc donné naissance à une tendance de l'agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation, qui était très très orientée sur la production industrielle. Ça a donné lieu à beaucoup de développement technique, des semoirs, tout ce qui est produits désherbants par exemple aussi. Au début, elle était très très dépendante de ces produits-là. Aujourd'hui, on commence à trouver des solutions pour s'en passer en grande partie. Et donc ça, c'est une tendance importante de l'agriculture aujourd'hui. Et nous, on s'en inspire beaucoup parce que c'est très orienté professionnel et on essaie de ramener des éléments de permaculture pour, je dirais, augmenter la biodiversité de nos systèmes, diversifier nos cultures et ce genre de choses.
Alors, il ne faut pas confondre effectivement l'agriculture de conservation. Le principe, c'est quoi? Vous dites qu'il n'y a pas besoin de travailler le sol. Effectivement, ce qui s'est passé aux États-Unis l'a montré. On a, quand on travaille le sol, des risques d'érosion. Et vous dites, autant laisser un couvert en place, comme dans la forêt, il y a un couvert, et venir implanter la culture au milieu de ce couvert. Alors, pour expliquer la chose, oui, effectivement, on pense que le travail du sol est très très néfaste et qu'il est probablement à la cause, la raison de tous les gros problèmes agricoles qu'on a aujourd'hui. Érosion des sols, pollution, perte de rentabilité et nécessité de recourir en permanence aux produits phytosanitaires pour résoudre les problèmes. Et là, vous dites charrue ou travail superficiel, tout type de travail du sol. Alors, on peut expliquer la chose d'une manière assez simple. C'est que la nature, en fait, quand on la regarde, elle est complexe, en permanence. Quand vous regardez un arbre, vous vous imaginez pas être capable de fabriquer cet arbre. D'accord? Parce qu'il est extrêmement complexe, c'est rempli de vaisseaux extrêmement... Enfin, on n'y comprend rien d'ailleurs, tellement c'est compliqué. En fait, le sol, elle a exactement la même complexité, sauf qu'elle est invisible parce qu'elle est microscopique. Et donc pour l'agriculteur, autant il comprend bien que la plante est complexe, qu'il ne peut pas la fabriquer avec des outils, autant le sol, il a un peu du mal à comprendre qu'il est extrêmement complexe, qu'il y a plein de microbiologie, des champignons, des choses qui le dépassent un peu, et que de la même manière que si on coupe un arbre, en fait, il ne pousse plus, si on travaille un sol, il ne pousse plus, il ne fonctionne plus, quoi. C'est ce que nous, on essaye de faire comprendre à nos maraîchers, dans nos formations, dans nos conférences. C'est la complexité des sols, de la nature, et qu'il faut surtout ne pas y toucher, parce qu'en fait, on la détruit dès qu'on la touche. Concrètement, vous implantez quelle culture dans quel type de couvert? Alors, dans le groupe des agriculteurs de Solanco, nous sommes 15 agriculteurs. Donc, certains d'entre nous sont déjà partis dans les implantations de cultures en semi-sous couvert. Mais pour la culture du lin textile et la culture de la pomme de terre et de la betterave, on est quand même confronté à une mise en terre et une implantation de ces cultures d'une façon très rapide, parce que ce sont des cultures de printemps. Et du coup, le couvert doit être quand même détruit mécaniquement ou chimiquement juste avant l'implantation, au moment de l'implantation. Et ensuite, pour la pomme de terre, aujourd'hui, nous avons des moyens mécaniques et matériels qui ne permettent pas de récolter la pomme de terre sans toucher au sol, quoi. Et pour l'implantation de la pomme de terre, mécaniquement, on a entre nos mains que des outils qui travaillent quand même le sol. Voilà. Donc, Alain Delavie ou Karine? Karine, vas-y. En jardin, moi je vais voir plutôt sous l'angle du jardin. Effectivement, le travail du sol, on prend de plus en plus en considération le non-travail du sol. Donc effectivement, quand on parle permaculture, on a tout de suite une relation à la culture sur but, qui n'est pas la seule culture employée par cette méthode assez large, mais c'est une solution, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matière organique, on enrichit, on crée du sol, on est constamment en train de créer du sol. Chez les jardiniers, ce qui est important, qu'ils ne faisaient pas traditionnellement, c'est de couvrir, de garder un sol toujours couvert, donc effectivement sous couvert. Effectivement, on voit arriver aussi des cultures de pommes de terre moins traditionnelles, où on plantait sa pomme de terre au fond d'un sillon, on butait. Aujourd'hui, j'ai des jardiniers qui me parlent de culture sous paille, et donc avec un couvert végétal assez important. Donc effectivement, ce sont des méthodes que l'on s'approprie, en fait, c'est ça. Et en fait, c'est aussi ça la permaculture. Dans la permaculture, vous avez beaucoup de choses qui existent déjà et qu'on utilise et qu'on fédère, en fait, puisqu'en fait, c'est de réunir des techniques pour faire en sorte que l'on dégrade moins son environnement et qu'on dégrade moins la nature d'une manière générale. Alors pour bien expliquer, vous faites de la culture de conservation, de la culture sous couvert. La permaculture en plein champ, c'est possible ou pas? Alors la permaculture en plein champ, c'est un peu difficile puisque normalement c'est une association de plusieurs techniques et une organisation de l'environnement. Donc après, je pense que pour le plein champ, c'est plus une utilisation d'une technique qui est adaptée au plein champ, à la différence d'un jardin particulier où effectivement on peut adapter plusieurs techniques dans son petit environnement personnel, avec un jardin-forêt qui recoupe les différentes strates de la forêt nourricière, avec des buts ou l'utilisation effectivement de cultures de sol couvert. Mais je pense qu'en maraîchage ou en grande culture, les jardins-forêts, c'est effectivement plus difficile, même si on parle aujourd'hui d'agroforesterie qui est en train de se développer aussi. Alain Delavie? Du plein champ, mais pas au niveau des grandes cultures. Il y a des exemples aujourd'hui de micro-fermes qui se créent en France, qui sont encore des lieux expérimentaux.
puisqu'en fait, c'est surtout pour mettre des boîtes à outils, voir si ça marche, si on arrive à faire vivre quelqu'un ou suffisamment de personnes sur ces micro-fermes. Mais effectivement, donc c'est pas encore du plein champ, c'est pas du jardin, c'est entre les deux, puisqu'en fait, c'est des structures qui font 1 ou 2 hectares et qui permettent de tester, de mettre en plan des techniques qui seront peut-être utilisables après. Alors au niveau grande culture, je ne sais pas. Là, les professionnels seuls peuvent se les approprier et dire si ça marche ou pas. Mais aujourd'hui, on a des exemples sur des micro-fermes un peu partout dans la France. François. Alors, je dirais que oui, la permaculture, elle peut avoir des applications en grande culture, dans le sens où nous, on s'en inspire déjà, en fait. Principalement, en fait, au niveau de la réflexion agronomique. Dans notre association Maraîchage Sol Vivant, on travaille aujourd'hui avec des permaculturistes sur un sujet qui nous est commun, c'est l'activité biologique des sols. Et on essaye d'échanger des techniques. En fait, c'est du retour d'expérience dont on a besoin. Et donc, on voit dans des fermes de permaculture des expériences qui ont été menées sur un certain nombre d'années et qui nous sont très bénéfiques en termes d'information, de retour terrain. Et les échanges se font en fait assez naturellement, mis à part que nous, on a toujours un objectif de production qui, en fait, fondamentalement, est de nourrir la ville, alors que la permaculture est quand même un peu plus centrée sur la vente très locale, très directe, alors que nous, on va être plus dans une production industrielle. Mais disons qu'au niveau agronomique, on a vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. Madame parlait de l'agroforesterie et des forêts fruitières. Effectivement, l'agroforesterie, c'est une piste pour ramener dans les grandes cultures, sur les grandes surfaces, ramener l'arbre qui produit du carbone, qui structure les sols. Et je pense qu'on va sur une bonne voie avec ce genre de pratique. Alors l'agroforesterie, ça existe déjà dans de nombreuses régions, ça commence à être mis en œuvre. En revanche, quand je vais sur les stands là, quand on parle permaculture, c'est des fois des troncs de bois qui se décomposent pour créer du sol. C'est inapplicable en plein champ. Parce qu'on réduit souvent le terme de permaculture, puisque c'est quand même un terme assez récent, à la culture sur butte, avec ces fameuses buttes dans lesquelles on met des troncs d'arbres au centre, pour avoir même ceux qui font de la permaculture de façon depuis un peu plus longtemps, remettent en cause le fonctionnement de certaines buttes qui enterrent beaucoup de matière organique, qui du coup a du mal à se décomposer. Donc en fait, en forêt, qu'est-ce qui se passe ? En forêt, vous avez un arbre qui perd ses feuilles, ça tombe sur le sol, c'est pas enfoui, ça s'enfouit petit à petit avec le travail des micro-organismes. Donc il faut qu'on se base, en fait, quand on suit la nature fait très bien les choses. Après, il faut qu'on les adapte à notre niveau jardin, micro-ferme, grande culture. Donc effectivement, si on réduit à la culture sur butte, c'est une mauvaise perception de ce qu'est la permaculture et de l'agroécologie, de l'agroforesterie. C'est pas ça. C'est pas réduit à ça, à cette méthode. C'est l'idée d'imiter la nature au plus possible en fonction de ce que permet le contexte donné. Au jardin, on peut aller assez loin parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes de productivité. Et peut-être qu'en plein champ, il y a certaines techniques qu'il faut mettre de côté parce qu'elles ne seront pas applicables. Qu'il faut mettre de côté, puis il y en a d'autres qui vont certainement se développer et s'adapter. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on expérimente. Le but, c'est aujourd'hui, on a besoin, nos sols, on vient de passer 2015, qui était l'année des sols, mais il faudrait que ce soit permanent. Et en fait, on a des problèmes de sols qui s'appauvrissent. Et donc aujourd'hui, toute notre recherche commune, jardiniers et agriculteurs, c'est de préserver ces sols pour justement produire toujours et encore plus. Jean-Luc. Voilà. Concernant l'agroforesterie, dans notre association Solanco, on est plusieurs agriculteurs à avoir mis un programme de plantation. Et nous avons ici travaillé les techniques d'épandage de BRF parce que la problématique qui existait chez nous, c'était des taux de matière organique descendus très bas. Également une pluviométrie importante sur l'année. On est à 1000 mm d'eau avec de temps en temps des automnes qui ont monté à 600-700 mm d'eau et des limons battants avec des problèmes d'érosion énormes. Donc l'objectif, c'est de remonter les taux de matière organique d'une façon le plus efficace possible, le plus rapidement possible, parce qu'on est convaincu que l'introduction du carbone dans le sol va nous apporter, d'un point de vue fertilité des choses très intéressantes, quoi. Donc sur 3 sites différents ont été mis en place des essais d'épandage de BRF. Et l'idée, c'est aussi peut-être de mettre une filière de récupération de BRF par rapport à des communautés de communes pour ensuite épandre dans nos champs et avoir un retour par rapport à l'agronomie et la productivité de nos cultures. Il nous reste 3 minutes de débat. Concrètement, c'est bien, on va au plus près de la nature, on fait moins d'érosion, on respecte plus l'environnement. Mais est-ce que ça nourrit son homme? Concrètement, est-ce que vous gagnez mieux votre vie avec ces techniques?
Est-ce que vous ne travaillez pas beaucoup plus parce que c'est effectivement, ça demande peut-être plus de temps? Est-ce que vous investissez pas trop dans des semoirs qui coûtent très cher, comme les semoirs de semis sous couvert? Alors, on est en phase de démarrage dans l'agriculture de conservation. Dans les 15 agriculteurs, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup plus d'avance que nous. Alors, effectivement, on travaille moins le sol, donc c'est moins de temps de travail, d'heures de tracteur, moins de carburant, ça c'est évident. Par contre, ça nécessite beaucoup plus d'observation, de suivi et surtout de formation, parce que ce sont des techniques très, très nouvelles et qui méritent une vraie connaissance avant de s'embarquer dans des expériences qui peuvent nous mettre dans l'échec. Donc aujourd'hui, c'est quand même de la formation et de l'observation en plus, quoi. De plus, sur la Seine-Maritime, on est quand même concerné avec des bacs Grenelle sur une surface très importante. Une grosse partie du territoire est concernée par ça. Donc il y a aussi la pollution de l'eau, la protection de l'eau, et ça, c'est des critères qui sont à prendre en compte et des enjeux très importants pour l'avenir. Donc mieux pour l'environnement, plus de temps, et au point de vue argent? Jusqu'aujourd'hui, la productivité reste identique, même peut-être un petit peu mieux, avec moins de temps de travail, peut-être un petit peu moins de protection dans certains cas, mais des fertilisants qui doivent être différents, quoi. Donc aujourd'hui, le revenu producteur d'un agriculteur en agriculture de conservation par rapport au conventionnel, il ne faut pas parler que on va dire que c'est quasiment identique, quoi, voilà. Il n'y a pas de perte de revenus à faire en partant sur l'agriculture de conservation. Donc marge identique, vous partagez cet avis? Tout à fait, je vais rejoindre ce que dit Jean-Luc. En fait, pour ce qui est du changement dans le travail, on passe effectivement moins de temps dans les champs, par contre beaucoup plus de temps à faire de la recherche, du développement. C'est pour ça que donc on a monté notre association Maraîchage Sol Vivant. On passe beaucoup de temps à faire des rencontres nationales, des formations, ce genre de choses. Et on a un résultat sur le terrain, effectivement, au niveau économique, qui est très très intéressant. Il y a souvent une phase de transition qui est dure pour l'agriculteur, parce que dur psychologiquement, il doit complètement changer sa vision du travail. Il doit être moins dans les champs et beaucoup plus à lire des livres et à regarder des vidéos en ligne sur la vie des champignons, des vers de terre, ce genre de choses. Et ça, c'est aussi un apprentissage. Et au final, on observe quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un agriculteur passe sur ces techniques-là, qu'il arrive à entamer cette démarche de restructuration des sols, de nutrition des sols, ils ne reviennent jamais en arrière. En termes de marge, comparable ou meilleur? Nous, on avance assez vite, ouais, meilleur, bien meilleur. Donc ça vaut le coup. Pour un jardinier, il a du temps, le jardinier, donc c'est pas grave qu'il lise des livres. Il espère une production quand même. Au final, elle est meilleure ou moins bonne? Une production, oui, il espère, tout jardinier, surtout quand on fait un potager. Un potager, c'est pour récolter et puis se faire plaisir avec. Donc effectivement, on espère. Elle est bonne, ça lui coûte moins cher, puisqu'en fait, les intrants, il y en a beaucoup moins, c'est comme en agriculture professionnelle. On ne va pas avoir à acheter, on recycle. Donc du coup, ça lui coûte moins cher. Et puis, il y a un meilleur suivi des saisons de la nature. Donc je pense qu'il y a quand même un bénéfice. Après, c'est vrai que ce n'est pas quantifié, puisqu'on ne quantifie pas. Mais il y a quand même, je pense déjà, le fait de ne pas avoir de produits à acheter, c'est quand même déjà une économie qui fait qu'on gagne plus et surtout qu'on a plus de plaisir. Karine? C'est ce que j'allais revenir sur la notion de plaisir pour un jardinier, où effectivement, comme il n'y a aucun intrant, aucune chimie dans le jardin, finalement, je pense qu'au niveau de la production et de la consommation, le plaisir est bien plus présent dans cette technique de culture. Mais dans un jardin en permaculture, il n'y a plus de bêche, on ne retourne plus le sol. Non, on utilise ce qu'on appelle les aérobêches, où le travail du sol est limité. On couvre exactement de la même façon sur le sol. Et puis en jardin-forêt, c'est la même chose. Les utilisations de création d'humus au niveau du sol, donc au niveau de la production des légumes, c'est bien meilleur. Alors, un point qui me semble important quand je rencontre des agriculteurs qui mettent en œuvre les techniques de semis sous couvert, c'est de ne pas y aller seul. Parce que si on y va seul, on n'arrive pas à découvrir tout ce qu'il faut et on prend des risques. C'est en effet le cas sur le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes pionniers sur ces techniques-là. Alors au niveau international, on a la FAO qui travaille pas mal sur ces thématiques. En France, ça peine un peu encore. Des fois, on se sent un petit peu seul. On a les collectivités qui nous répondent des fois assez favorablement. Vis-à-vis des organismes de recherche, on a des fois du mal à trouver des contacts. Donc c'est nous qui devons développer nos techniques, nos programmes de recherche, que nous finançons nous-mêmes, bien souvent d'ailleurs. Mais bon, ça fonctionne. Il y a des associations? Il y a des associations? Oui, il y a des associations. Nous, on en a créé une qui s'appelle Solanco, mais il y a aussi des réseaux, APAD, BASE et bien d'autres. Les moyens de communication par Internet permettent d'aller chercher un maximum d'informations.
Mais effectivement, la technicité est peu connue par les structures, chambres d'agriculture, etc. Donc c'est un peu nous, de notre côté, qui devons aller chercher des partenaires qui achètent nos produits, pour réfléchir avec eux comment on peut avancer sur les techniques de travail de sol pour que les produits qu'on va produire dans nos exploitations rentrent bien dans leur cahier des charges d'acceptation et de... Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, ça coûte cher un semoir de semis sous couvert, c'est 50 000 €. Un semoir semi sous couvert, certains peuvent être à ce prix-là. Aujourd'hui, nous mettons à plusieurs agriculteurs pour pouvoir utiliser le même semoir. Ou bien alors, certains semoirs qui existent déjà dans nos exploitations, qui ne sont pas réellement le semoir semi-direct, mais qui sont de temps en temps partiellement améliorés, peuvent dans un premier temps déjà répondre à quasiment la technique de l'agriculture de conservation. Alors je vais vous surprendre un peu, mais sur ma ferme, en fait, je n'ai pas de semoir. Ah, comment vous faites? Eh bien, en fait, on a des pratiques tout à fait différentes. Aujourd'hui, on essaie de généraliser le semis à la volée, en fait, c'est-à-dire on développe des techniques pour jeter à la volée les graines et ensuite se débrouiller pour qu'elles intègrent les paillages, qu'elles trouvent leur bonne position dans le sol. C'est très technique, c'est pas encore tout à fait au point. Mais à la volée, à la main? Oui, ou à la volée avec un disque? On peut faire les deux, ça revient à peu près au même. En tout cas, c'est du matériel qui coûte absolument rien. Et pour des graines très fines, assez complexes, comme la carotte, là, pour le coup, en fait, on fabrique des lits de semences avec du compost, par exemple, et on vient avec des semoirs tout à fait traditionnels. C'est agronomiquement pas extrêmement cohérent, bon, mais ça, c'est des détails techniques. Mais en tout cas, on peut utiliser du matériel traditionnel sur ce genre de cultures qui sont assez complexes. Bon, alors pour finir, quelques ouvrages. On va démarrer par vous, Karine. Cet ouvrage, vous l'avez amené? Oui, de Richard Wallner qui présente un travail de manuel de culture sur but, en fait, mais adapté, après c'est une petite ferme, mais adapté au jardin. Là. Il présente comment le faire dans son jardin. D'accord, très bien. Alain Delavie, vous m'avez dit que c'était la Bible, mais tout le monde ne pense pas la même chose. Non, de toute façon, la Bible, elle est d'origine australienne. C'est vraiment les deux fondateurs, c'est-à-dire David Holmgren, qui était l'élève de Bill Mollison, qui ont initié ce terme de permaculture. Ça, c'est un exemple de micro-ferme, justement. Donc voilà, c'est justement un exemple de micro-ferme à prendre en considération. Donc c'est Charles-Hervé Gruyé. Et puis, chez Rustica, vous avez donc une journaliste qui a été faire un stage et qui s'est initiée à la permaculture parce qu'elle veut en faire aussi son métier à côté du journalisme. Donc permaculture, le guide pour bien débuter. Et puis découvrir la permaculture pour les jardiniers qui veulent, alors là c'est tout typiquement jardinier, qui veulent s'orienter vers ces techniques multiples et surtout découvrir ce nouveau mode de fonctionnement qui fait plus appel à la nature et à la vie de la nature et à la préservation. Bon, mais voilà, j'espère qu'on y voit un petit peu plus clair, parce que c'est des fois complexe entre les définitions et effectivement la mise en œuvre en grande culture sur le terrain. En tout cas, madame, merci beaucoup. Messieurs, merci d'être venus ici Merci. à la porte de Versailles nous en parler. Et puis, merci à vous.